Alors pendant 3 mois, j'ai demandé à des femmes de me parler de leur jalousie et de leur relation aux autres femmes. Donc, Cabinet clandestin, c'est le récit que je suis en train d'écrire en ce moment. Là, je vais vous lire le premier chapitre. Et les coulisses du cabinet clandestin, du coup, qui sont sur le site, ce sont toutes les correspondances des femmes qui ont accepté de publier. Donc voilà, elles n'ont que des prénoms, elles sont anonymes, mais on a quand même déjà 140 pages de femmes qui ont tout dit. Voilà. Et hier soir, j'ai changé énormément de prénoms. Voilà, de femmes qui ont changé au cas où on saurait qui elles sont. Donc voilà, mais elles ont toutes marché dans le projet, donc c'est plutôt cool. Alors, à 35 ans, je vais être docteur en création littéraire. Je serai docteur et je ne soignerai personne. Les gens confondent les statuts et oublient le « en » après docteur. Un docteur en médecine, docteur en droit ou en sciences sociales. Un docteur est un grade universitaire. Médecin est une fonction. Moi, tout ce que je vais pouvoir exercer, c'est une relative autorité sur mon CV. Les docteurs sont au courant. Après la thèse, il y a la dépression qui va avec, le vide sidéral de la recherche. On vient de vous encenser, vous avez obtenu votre titre honorifique et vous ne pensez qu'à ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fous? Les gens ne savent pas non plus que pour entrer à l'université, il ne suffit pas d'être docteur, mais qu'il faut être qualifié. Et cette qualification est un concours, une nouvelle concurrence mêlant tous les jeunes docteurs, glorieux et épuisés. Un concours qui dure le temps d'une année supplémentaire et dont il ne faut surtout pas rater la date d'inscription. Mais la qualification est une bouée de secours. Nous nous jetons à la mer en sachant que seuls quelques-uns en réchappent. Nous, têtes pensantes de la France, nous sommes les migrants des temps modernes. En attendant le sésame, je peaufine les derniers éléments avant le dépôt du manuscrit. Je corrige les coquilles, j'abrège certaines phrases, je vérifie la concordance des chapitres. Mon entourage m'encourage, je suis félicitée. En sentant l'admiration de mes proches, je cache mes incertitudes. Il va falloir trouver un travail, alors que j'en ai déjà un. Je suis écrivain. À défaut d'espoir, l'amour, je suis amoureuse d'un homme. Il me présente ses amis. Je rencontre alors une femme qui deviendra le fantôme de ce cabinet clandestin. Elle a la quarantaine, on fête son anniversaire et dans ses larmes, elle me raconte, elle aussi, son désir d'écrire. Plus tard, on déjeune ensemble. Elle s'excuse pour le chagrin de l'autre jour, me raconte sa parole scellée, l'impossibilité d'aller contre ce silence imposé. J'entends l'éducation bourgeoise, la nature a porté l'autre plutôt qu'à s'écouter soi-même. En l'écoutant, je veux toutes les écouter. Ces femmes plus âgées, mes aînées. Je veux qu'elles me disent comment on s'en sort. On est en plein mois de juillet, ma soutenance n'aura lieu qu'en octobre. En attendant, j'attends. Je ne peux ni réécrire mes textes, ni envoyer mes manuscrits. J'attends que le temps passe et les gens commentent. Ils sont peu nombreux à trouver cette attente merveilleuse. La plupart pensent que c'est déjà bien long. 6 ans pour faire une thèse. J'aurais pu aller plus vite, mettre les gaz. Et il rit. Bon, et ensuite, je dois prévoir un plan de bataille, parler de vocation, être mère au foyer, travailler, écrire, tout en faisant ses études, ce n'est pas assez. Je repense souvent à cette femme, pleurant ses échecs devant son gâteau d'anniversaire. Je pense aussi à une autre que j'ai rencontrée à la garderie. Nos enfants jouent ensemble. Elle apprend que j'écris. Écrire, c'est aussi son rêve. Elle voudrait me lire, elle croit que je sais quelque chose qu'elle ignore. Je la reverrai plus tard, elle sort d'une dépression. Son rêve à elle, c'était l'école d'art, là où je travaille depuis 8 ans. Elle voudrait savoir comment c'est, mais elle ne me le demande pas franchement. Ce qu'elle veut savoir, c'est si elle a bien fait. Il y a 17 ans, quand elle a refusé d'aller aux Beaux-Arts, son oncle lui avait dit « ça n'en vaut pas la peine ». Moi, j'ai pensé qu'il était encore temps, mais d'autres pensent que j'ai tort. L'argent, le travail obligatoire, la vie de famille à assumer, l'appartement à payer, les gens n'y croient pas. Pas qu'ils ne croient pas en vous, évidemment. Mais l'art, c'est risqué. Et de manière générale, le désir fait peur. Ouais, je me suis perdue.
Ouais, c'est compliqué le numérique. Ouais, puis j'ai même pas le numéro de page. Ces femmes ne sont pas les seules. Nous nous confrontons toutes un jour au regard des autres. Mais il y a quelque chose de très étonnant. Nos réactions face au regard possible d'une autre. D'une femme inconnue ou familière, vénérée ou haïe, ce qui revient souvent au même. D'une femme plus jeune, plus belle, plus diplômée. D'une femme devenue mère, une maîtresse. L'autre féminin est ce qu'on n'est pas. Ce n'est pas ce qu'on n'a pas pu atteindre. Elle est les perspectives que l'on a détruites malgré nous. Il y a quelque part une femme qui nous rappelle qu'on n'a pas écouté ses désirs, qu'on est soi-même dépourvu de quelque chose d'effrayant, mais de nécessaire. Quelle femme dit sa jalousie? Laquelle reconnaît sa soumission à l'aura d'une autre? La tension qui l'assaille à la vue d'une cuisse nue ou jeune, terrifiante car bien réelle. Quelle femme, quelle féministe reconnaît son désarroi face à ses sœurs. Quand à ses sœurs, on veut arracher les cheveux, crever les yeux, les faire taire. Juste taire un temps. Qu'elles taisent leur réussite, leur naïveté insupportable, leur désir criant. Qu'elles cessent de piquer nos hommes, nos travails, nos places. Ces autres femmes, qui sont pourtant comme nous. La jalousie est un appel au secours adressé à nous-mêmes. Elle est un cri qui dit « Je crois que je ne m'écoute pas assez ». La jalousie est intime. Elle est belle quand elle est dite, vive quand elle se raconte. La jalousie est le signe d'un désir féroce. Elle n'est pas anomalie. Elle est une décharge impérative qui dit « Hop, change maintenant, dresse-toi vers, cours s'il faut. C'est un chemin qu'on se trace à nous-mêmes. Regarde ce qui ne va pas, ce qui te fait briller chez l'autre, ce qui te semble briller, ce dont tu crois manquer. La jalousie est constitutive de notre être. Elle est le signe d'une modestie éternelle. Elle n'est pas faiblesse. Elle est conscience de ce qui se joue dans l'humain. Elle est potentialité de rupture et de changement. Elle est un avancement, une direction à prendre. Dans l'amour, elle n'est pas posséder l'autre. La jalousie est un engagement envers soi-même. Jalouser et l'accepter, c'est prendre le parti d'explorer sans honte ce que nous sommes. Il y a les rébellions sociales et les voix communes qui en émergent, MeToo, les alliances de femmes qui osent enfin parler, qui disent, qui nomment l'indicible, donnent les noms des bourreaux, racontent les systèmes qui les broient puis les rendent coupables. Les sorcières ont la dent dure. Alors les voix, elles restent des séductrices, des traîtresses dans notre imaginaire contemporain. Alors les voix s'élèvent, les associations contre les violences faites aux femmes s'organisent, mais qui les écoute en secret ? Qui parle de leurs défaites quotidiennes, de leurs déceptions de chaque jour, de leur tristesse qui dure parfois jusqu'à la dépression. Fin juillet, alors que les gens sont en vacances, je lance une annonce sur les réseaux sociaux. On m'a conseillé d'attendre septembre, l'émulation de la rentrée. Je n'ai pas le temps. Je suis une femme, plus si jeune, muée par un désir increvable de dire « je n'ai pas le temps ». Pour moi, c'est maintenant que ça commence. Ah, oui.